Mais il faut juste rappeler que la source, qui est l'élément déterminant par rapport à cet appareil, a été changée en 2012. Et selon les prévisions, en principe, cet appareil aurait pu fonctionner en 2017. Donc vous êtes aussi surpris que les Sénégalais, de manière générale? Parce qu'une panne, quand ça arrive, donc ça peut venir de manière brutale. Et effectivement, ça peut créer une situation exceptionnelle. Mais ce que je voudrais dire, pour compléter, c'est de rappeler que, compte tenu du fait que nous avons un appareil ancien, nous avions également démarré le processus d'acquisition de nouveaux appareils, de dernière génération d'ailleurs. Et ces appareils, on a prévu de les installer au niveau de l'hôpital d'Al Diam. Donc on savait que l'appareil est ancien et on était en train de prendre des dispositions pour l'acquisition de 2 accélérateurs de particules pour la radiothérapie qu'on devait obtenir d'ailleurs en 2016, en fin 2016. Mais il y a eu des contraintes sur le plan international. Je crois qu'on a eu à l'expliquer parce que c'est dans le cadre d'une initiative, donc dans le cadre de l'hôpital, des activités de l'hôpital d'Al Diam. C'est un processus qui fait intervenir d'ailleurs plusieurs établissements bancaires sur le plan international. Ce qui devait être fait au niveau national a été fait. Mais 3 milliards CFA pour toutes ces banques quand même, là c'est une question de souveraineté. Hein, ça. Oui, je voulais juste vous dire qu'en réalité, selon les prévisions, en fin 2016, il était prévu d'acquérir 2 accélérateurs de particules. C'est quoi ça? Quand on parle d'accélérateurs de particules et qu'on parle de radiothérapie, c'est quoi la différence? Les accélérateurs de particules, c'est les appareils de radiothérapie de dernière génération. Ce que nous avons, donc vous allez acquérir une nouvelle radiothérapie? Ce que nous avons au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, il s'agit de la cobaltothérapie. Maintenant, je dois préciser que pour l'acquisition de ces accélérateurs de particules, c'est dans le cadre d'un projet qui nous a permis donc de mettre en place, de créer l'hôpital d'Al Diam, entre autres, mais aussi l'État du Sénégal contribue à ce financement. Oui. Alors maintenant, donc, comme je disais, il était prévu de les obtenir en 2016, mais maintenant il est prévu de les obtenir en 2017. Donc tout compte fait, tout compte fait, je voulais juste terminer pour dire que tout compte fait, si l'appareil avait évolué en 2017, et que les autres appareils, malgré le retard lié à des contraintes sur le plan international, donc étaient rattrapés pour nous permettre de les avoir en 2017, peut-être qu'on n'allait pas avoir ce problème-là. Mais il y a eu une panne qui est venue, et maintenant, il nous fallait donc gérer une situation d'urgence. Ouais. Et je voudrais juste dire qu'à ce propos, donc, l'autorité de tutelle a commencé à prendre des dispositions. Parce que on va y venir sur les dispositions. Permettez juste de finir sur ce point. Ces machines, ces accélérateurs de particules-là, ils doivent arriver quand exactement? Vers quel mois? Nous sommes en 2017. Vous tablez sur quelle échéance Vers le mois d'août. Vers le mois d'août. Bon, maintenant, ces délais peuvent fluctuer. Mais nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler justement pour raccourcir ces délais. D'accord. Et nous sommes en négociation très serrée avec les fabricants parce que, vous savez, les accélérateurs de particules, s'il s'agissait d'aller les acheter et les amener tout de suite, on le fait. Oui, on parle en réalité, de commande. Dès que vous lancez la commande, il y a le processus de fabrication. Maintenant, ce qui a retardé un peu ce processus, je l'ai expliqué tantôt, mais donc nous sommes dans une logique de vouloir acquérir ces appareils en 2017, mais en même temps de remplacer l'appareil de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc nous allons remplacer la cobaltothérapie de l'hôpital Le Dantec avec un autre accélérateur de particules pour la radiothérapie. Donc c'est juste pour vous dire qu'en définitive, nous allons vers 3 appareils. Et je crois qu'il est important de vous dire, puisque vous insistez un peu sur les aspects entrés à ces appareils, vous avez parlé de 89, c'est vrai que depuis 89, le Sénégal a été pratiquement le seul pays de la sous-région, et même au-delà, à disposer de radiothérapie. Aujourd'hui, nous avons quelques pays voisins qui en ont. Si vous citez par exemple la Mauritanie, c'est depuis 2010. Le Mali, ça fait 3 ans. Et même, tenez-vous bien, le Mali qui a eu son appareil qui remonte à 3 ans, un nouveau appareil a même été confronté à une panne d'appareil pendant 9 mois. Et durant cette période-là, vous imaginez ce qui s'est passé donc, par rapport à la gestion de ces appareils. Alors je veux aussi vous préciser que si vous prenez un autre pays comme la Côte d'Ivoire,
la Côte d'Ivoire est dans le processus d'acquisition de son premier appareil de radiothérapie. Alors donc cette situation est arrivée au moment où l'État du Sénégal, ou le ministère de la Santé, avait déjà pris des dispositions pour l'acquisition d'appareils, comme je viens de vous le dire. Oui. Mais ce qui prouve cela est que si vous voulez installer un appareil, il faut confectionner un bunker. Nous avons confectionné 2 bunkers qui sont prêts depuis. Depuis combien d'années? Depuis qu'ils sont juste en train de connaître juste quelques évolutions. Mais ces bunkers sont déjà prêts depuis. Et c'est ces bunkers qui vont donc recevoir les 2 accélérateurs de particules. Donc vous voyez que nous n'avons pas attendu que l'appareil tombe en panne pour traiter ce dossier-là. Je crois qu'il est important qu'on le sache. Mais maintenant que l'appareil est tombé en panne, le Sénégal va aller dans une logique d'en avoir 3. On sera le seul pays à avoir 3. Et même de plus, même dans le privé, il est question d'acquérir des appareils. Voilà. Il y a des structures privées. Et pour terminer, oui, excusez-moi, il faudrait quand même qu'on essaie de donner la bonne information aux populations, à tous les acteurs qui sont animés de beaucoup de volonté pour justement apporter leur contribution, n'est-ce pas, dans la réflexion, dans la gestion de ce dossier. Alors je crois que quelque part aussi, il y a le projet de réalisation du centre d'oncologie médicale qui a été lancé rapidement, récemment du moins, les études de faisabilité ont été donc effectuées. Et cela, si nous parvenons donc à finaliser ce projet pour 2019, nous allons avoir dans ce projet 2 autres accélérateurs de particules. Donc pour vous dire que on est à l'état de projet ici. L'histoire de la radiothérapie, elle est prise au sérieux au niveau du Sénégal. Oui. Mais est-ce que pour autant vous aviez alerté sur un peu ce que cette machine pouvait éventuellement tomber en panne du cause de sa vétusté et de son âge? Est-ce que vous avez dit toute la réalité, la vérité au chef de l'État sur cette affaire de radiothérapie et de la prise en charge des cancéreux de manière générale? Vous savez, quand vous avez un tel appareil, il faut mettre en place un système de maintenance au niveau de l'hôpital. Il y a un service de maintenance, il y a également un contrat de maintenance avec des prestataires qui s'occupent de cet appareil. Donc toutes les indications, comme je vous l'ai dit, montraient que cet appareil aurait pu même vivre au-delà même de 2017. Parce que l'appareil, c'est en 89, mais la source a été renouvelée donc en 2012. Mais tout ça, je crois que nous avons pratiquement dépassé cette situation. Mais il fallait quand même qu'on explique aux Sénégalais et à tout le monde que, compte tenu du fait que cet appareil était dans cette situation que vous connaissez, des dispositions ont été prises. Oui, maintenant, une panne, quand elle est arrivée, c'est qu'on est dans une situation d'urgence qui nous amène justement à voir comment gérer cette situation. Et donc, nous avons donc essayé, nous sommes en train de faire de notre mieux pour avoir dans les meilleurs délais possibles d'autres appareils. Mais il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Aujourd'hui, l'objectif fondamental, l'objectif principal, c'est d'assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des malades. Mais est-ce que cette continuité-là, au nom de cette continuité, est-ce que tous les malades qui sont aujourd'hui dans le besoin seront pris en charge justement? Ils sont combien déjà? Ouais, moi, je voudrais vraiment vous rassurer par rapport à cela. Pour vous dire que c'est un travail scientifique, médical que nous sommes en train de faire. Bon, tout à l'heure, je vous remercie par rapport à cette opportunité que vous nous donnez. Je crois que chaque fois que ce sera nécessaire, on va donner des compléments d'information. Parce que peut-être qu'on ne peut pas dire tout aujourd'hui, ici, maintenant, mais de toute façon, on va aller le plus loin possible. Mais vous dites l'essentiel, vous avez... C'est pourquoi laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que vous avez touché un point extrêmement important par rapport aux dispositions qu'il faut prendre pour assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique. Donc, quand il y a eu cette situation urgente, l'autorité a mis en place un comité de gestion. Et ce comité de gestion intègre ce qu'on appelle un comité qui est chargé d'établir les critères, en tout cas pour identifier les personnes qui sont éligibles à la radiothérapie. Et ça, c'est le travail des spécialistes. On parle de 700 personnes. Hein? Et ces mêmes spécialistes, je vais revenir à cette question que vous venez d'aborder, je voudrais juste préciser que ces spécialistes qui sont dans le comité d'identification des malades qui sont éligibles pour l'évacuation sanitaire se retrouvent dans une autre instance qui tient des réunions régulièrement. Il s'agit de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et cette instance regroupe pratiquement tous ceux qui ont des dossiers de malades, c'est-à-dire les médecins, que ce soit des médecins qui sont dans le secteur privé, dans le secteur public, dans les établissements hospitaliers, ils se retrouvent tous entre eux, sans même les administratifs ou d'autres acteurs. Et ils étudient les dossiers. Pour faire le dépouillement et tout ça. Et quand ils ont fini de traiter les dossiers, c'est
donc à l'issue de ce traitement, qu'ils vont tenir compte des indications pour dire tel malade doit subir une chimiothérapie, tel autre malade doit subir une radiothérapie, tel autre malade doit subir une chirurgie. Oui, ça, ce sont les 3 étapes Alors, cette étape, elle est fondamentale. C'est le parcours des soins. Mais pour cette étape, elle est fondamentale. Docteur, permettez, pour ce qui est de la radiothérapie, dans vos registres, à l'heure où nous parlons, ils sont combien de Sénégalais qui sont aujourd'hui dans le besoin de radiothérapie? Combien exactement? J'aimerais bien que vous me laissiez terminer. Je vais répondre à votre question. Mais je pense qu'il est important, parce que nous aussi, notre mission, c'est de donner la bonne information à nos populations. Nous devons également les rassurer, parce que ce sont nos malades. Vous voyez, il y a une proximité extraordinaire entre les médecins et les malades. Cette situation qui est difficile, qui est douloureuse, nous en sommes très sensibles. Parce que nous ne voulons pas que nos malades soient dans le désarroi. Parce que ces malades, ce sont également nos parents, c'est nos familles. Et nous devons faire le maximum. Et je dois vous dire qu'à tout moment, les spécialistes sont mobilisés pour faire face à cette situation. Et ce comité dont je parle, c'est un comité qui se réunit régulièrement. Et quand ils ont fini d'identifier les dossiers, ils transmettent ces dossiers à un comité d'élu qui s'occupe donc de l'éligibilité pour l'évacuation. Et par rapport à ce comité, c'est à partir de ce moment qu'on commence à avoir un représentant de l'association des malades. Donc pour le moment, vous n'avez pas évacué ces procédures-là. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Parce que quand vous avez, à partir de ce moment, donc dans ce comité qui s'occupe donc de la sélection des malades qui doivent être évacués, nous introduisons donc le représentant de l'association des malades et aussi le représentant de l'administration, du ministère de la Santé. Et quand on a fini d'identifier les dossiers qu'ils nous présentent pour nous dire que ce sont ces malades-là qui doivent être évacués, à partir de ce moment, on les évacue. Et je dois préciser tout de suite que nous avons fini de faire les réglages nécessaires par rapport à l'évacuation, en tenant compte du lieu, des procédures et tout. Et même sur le plan financier, nous n'avons pas de difficulté à ce niveau. Nous avons fait un réaménagement budgétaire qui nous a amené à nous dire que nous avons des activités essentielles. Mais devant l'urgence, les activités urgentes priment. Ce réaménagement budgétaire nous a permis de mobiliser des ressources financières. Donc on n'a pas de problème à ce niveau. Et à l'heure où je vous parle, ces différentes instances qui ont fini de faire leur travail nous ont présenté 3 dossiers. Donc il y a 3 malades qui sont dans le besoin. Dès que nous avons reçu les 3 dossiers, nous avons aussitôt pris les dispositions. Et aujourd'hui même, dans la nuit du mercredi au jeudi, ces 3 malades vont être acheminés au Maroc, au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed, pour donc démarrer les soins, c'est vous qui prenez totalement en charge? On prend totalement en charge. C'est combien par malade? Ça peut varier, ça dépend des malades, hein, mais ça peut aller jusqu'à 3 millions si on tient compte de la radiothérapie, des frais d'hébergement et d'autres activités connexes. Mais à ce niveau, nous avons pris des dispositions. Pour l'hébergement, vous avez pris les dispositions avec le consulat du Sénégal ou c'est au niveau médical que ça se règle là-bas? À tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un dossier qui est géré par plusieurs secteurs, si vous voulez. En tout cas, au niveau du Maroc, l'ambassadeur est en contact également avec l'hôpital. Donc, l'ambassadeur va recevoir, tout est réglé là-bas, va recevoir les 3 malades. Et avec l'hôpital, ces malades vont être acheminés donc, au niveau de l'hôpital qui va s'occuper de la prise en charge. Les malades vont être hébergés là-bas. Et maintenant, je pense qu'à ce niveau, on n'aura pas de problème, d'autant plus que le responsable du service de radiothérapie de l'hôpital de Dantec, c'est lui en personne qui va donc amener les malades au Maroc. Alors, je voudrais juste terminer, laissez-moi terminer s'il vous plaît, parce que quand vous nous disiez tout à l'heure par rapport au nombre de malades, donc c'est ces 3 dossiers que nous avons reçus. Et je dois dire que les scientifiques qui travaillent sur ces dossiers sont tout à fait libres, sans aucune pression. Nous, nous attendons qu'ils nous donnent les dossiers et on les traite. Alors maintenant, ces 3 dossiers qui sont sortis, aujourd'hui même, ce matin, il y a eu la réunion du comité de gestion donc de la radiothérapie. Cette réunion est suivie de la réunion du comité d'éligibilité. Et par la suite, le comité qui s'occupe de la réunion pluridisciplinaire, du moins la réunion pluridisciplinaire, a tenu sa séance de travail. Et juste avant de venir, ici au plateau, on nous a annoncé au téléphone qu'il y a 6 malades qui sont prévus pour aller la semaine prochaine. Donc, non seulement les spécialistes nous donnent les dossiers des malades, mais ils nous indiquent aussi la période à laquelle les malades doivent subir leur radiothérapie. Donc maintenant, ces 6 malades qu'on vient de nous déclarer sont prévus pour la semaine prochaine. Donc nous suivons. Donc aujourd'hui, il y a 3 qui partent, la semaine prochaine 6. Il y a 6, ils nous ont dit 6 malades
qui doivent démarrer leur radiothérapie la semaine prochaine. Il y a une question sur laquelle je veux quand même que vous apportiez une réponse. Il y a combien de Sénégalais, combien de malades au total qui sont dans le besoin de radiothérapie? Alors, dans vos registres que vous avez justement. Dans nos registres, comme je vous dis, c'est un travail scientifique. On peut peut-être vous n'avez pas le compte exact? On peut parler des personnes, des cas de cancer, peut-être au Sénégal, si vous voulez. Non, dans les registres, pour la radiothérapie qui nous concerne. Je vais essayer d'y revenir. Je vais essayer de vous expliquer. Je crois qu'il y a des personnes qui sont atteintes de cancer. Quand ces personnes sont atteintes de cancer, donc ces personnes sont donc suivies par des malades, par des médecins. Alors ces médecins se retrouvent pour maintenant déterminer la prise en charge. Maintenant, cette prise en charge donc, est basée sur la chimiothérapie, la chirurgie et la radiothérapie. Il n'est pas dit que chaque malade qui souffre de cancer doit donc bénéficier de radiothérapie. Donc ça, c'est un débat, c'est une question... La chimio, la chirurgie, ça continue. Qui est tranchée, ces instances que je vais aller plus vite que ces instances. Ces instances se sont réunies et de manière souveraine nous ont donné 3 dossiers. D'accord. Et ensuite, ils nous ont donné 6. Peut-être que demain et après-demain, ils vont nous donner d'autres dossiers. Oui, mais en attendant, ce que je veux savoir, c'est en attendant que ces dossiers-là arrivent, mais dites aux Sénégalais quand même qu'on a tant de malades qui nécessitent aujourd'hui de la radiothérapie. Je ne parle même pas de ceux qui nécessitent la chimio ou de la chirurgie, mais pour la radio qui nous concerne, ils sont combien au total? Parce qu'on parle de 700 personnes, quand même c'est assez alarmant. Quand vous dites 700 personnes, parce que ça peut être des déclarations qui viennent de partout. Mais vous, dans vos registres, vous avez combien de personnes? Dans nos registres, actuellement, les malades qui sont éligibles pour la radiothérapie, je viens de l'expliquer. Ils sont 9 pour le moment? Pour le moment, il y a 3 dossiers qu'on nous a donnés. Plus les 6 qu'on nous a annoncés. Ça fait 9. Maintenant, c'est pourquoi je vous dis que je ne peux pas aller plus vite que les commissions. Maintenant, il arrivera un moment où on va demander aux membres de la commission de venir discuter avec vous et ils vont vous expliquer davantage comment ils travaillent. Et sur cette base, ils vont vous expliquer le mode de recrutement. Mais si vous voulez avoir le nombre de cas recrutés en 2017, il faudrait certainement attendre la fin de l'année. D'accord. Et vous l'avez évoqué tantôt, pour le parcours, la chimio et la chirurgie, pour ça, il n'y a pas besoin d'évacuation, ça continue, le service continue au niveau du Sénégal? Effectivement, pour la chirurgie et pour la chimiothérapie, ça se fait au Sénégal. Rappelez-vous que nous-mêmes, nous avons pensé que, compte tenu de la priorité qu'il convient d'accorder à la lutte contre le cancer, il était indiqué d'alléger la prise en charge. Au Sénégal, par exemple, si nous revenons un peu sur la radiothérapie, c'était de l'ordre de 150 000 francs pour une cure. Vous allez dans d'autres pays, c'est parfois multiplié jusqu'à 10. Alors maintenant, il y a eu cet effort significatif, n'est-ce pas, de l'État, au niveau du département de la santé, qui a consisté à réduire le coût de la prise en charge des malades à partir de la chimiothérapie. Donc il y a eu une réduction du coût des médicaments de l'ordre de 20 à 60% en fonction des molécules. Oui, mais est-ce que ça, ce n'est pas un peu des mesures qui sortent de phase émergée de l'iceberg, qui cachent un certain nombre de difficultés dans le secteur du cancer, qui reste la deuxième cause de mortalité dans le pays? On parle de 2 radiothérapeutes au Sénégal, 1500 cas par année. Est-ce que vous avez suffisamment alerté le chef de l'État par rapport à ça? Il est sensible même sur les questions médicales et sociales. Le cancer est une maladie très préoccupante. Nous tous, nous le savons. C'est pourquoi nous nous mobilisons pour pouvoir faire de notre mieux, autant que faire se peut. C'est une œuvre humaine. On va travailler sans relâche et faire tout ce que nous pouvons par rapport à la gestion du dossier et entrer à la lutte contre le cancer. Maintenant, vous devez également savoir que le Sénégal est un pays d'excellence par rapport, en matière sur le plan scientifique. Et le domaine de la radiothérapie également en fait partie. Le domaine de la prise en charge du cancer, il y a beaucoup de spécialistes qui ont été formés ici. Beaucoup de personnes sont régulièrement venues ici au niveau de notre pays pour pouvoir bénéficier de la prise en charge. Nous avons des physiciens, nous avons des radiothérapeutes, nous avons également des cancérologues. On ne peut pas dire que nous avons tout ce que nous voulons. Mais nous avons quand même des compétences qui sont capables de gérer la situation. Et de plus, nous venons juste d'ailleurs d'attribuer encore des bourses pour former d'autres spécialistes. Donc je pense que nous sommes en train de gérer ce dossier parmi tant d'autres, tout en lui accordant une priorité, eu égard à tout ce qui a été expliqué par rapport à l'acquisition d'appareils, même si celle qui est là est en panne. Je pense qu'aujourd'hui, on peut comprendre
que nous, en 2017, nous allons avoir ces appareils que je viens de dire, mais aussi les protocoles sont bien définis, les spécialistes sont très concentrés et ils font tout pour ne pas se tromper d'objectif parce qu'aujourd'hui, l'objectif principal, c'est d'assurer la continuité de la prise en charge et nous allons veiller à cela. Nous voulons faire de telle sorte que chaque fois qu'il y a un malade qui a besoin de bénéficier d'une radiothérapie, je ne parle même pas des autres types de prestations pour le traitement, parce que je crois que ça ne pose pas tellement de débat, mais pour la radiothérapie, chaque fois qu'il y a un malade qui a besoin d'une radiothérapie, mais quand l'éducation se pose, nous allons prendre les dispositions en conséquence. Maintenant, s'il y a des malades qui estiment qu'ils doivent faire la radiothérapie, ou bien s'il y a quelques-uns parmi nos concitoyens qui ont identifié des personnes, parce qu'ils pensent que ces personnes doivent bénéficier de la radiothérapie, il suffit juste de vous adresser à ces instances qui vont faire le nécessaire. Je crois que c'est des médecins assermentés qui, pour rien au monde, ne vont pas quand même transgresser la réglementation. Et on précise ici que la machine dont il est question, c'est dans le cadre de la radiothérapie externe. Il y a ce qu'on appelle la cryothérapie ou la radiothérapie métabolique. Pourquoi vous ne vous essayez pas un peu à ce type de traitement aussi pour les malades? Mais vous êtes bien renseigné, vous voulez de nous indiquer aussi une autre possibilité thérapeutique qui existe effectivement. Qui diminuerait les possibilités d'évacuation. Mais ça aussi, c'est cette possibilité également utilisée. C'est pourquoi je vous dis que ceux qui gèrent ce dossier, c'est des responsables qui sont suffisamment concentrés sur ce qu'ils font. Et nous les suivons par rapport aux indications. Maintenant, que ce soit la cryothérapie, la radiothérapie, la chimiothérapie et la chirurgie, ils prennent les décisions, les indications. Et s'il s'agit de radiothérapie qu'il faut faire à l'extérieur, nous avons les dossiers et nous faisons le nécessaire. On fait état aussi de panne de certaines machines au niveau de l'hôpital de Dantec, l'échographie, la fibroscopie, le scanner qui ne seraient plus en marche. Qu'en est-il exactement? Bon, c'est vrai que j'ai entendu cette information. J'ai essayé même de vérifier parce que nous, on n'avait pas cette information. Mais la directrice de l'hôpital de Dantec nous a rassurés pour nous dire que tous ces appareils fonctionnent. En réalité, peut-être dans un passé, il y a eu... Je pense qu'un appareil neuf, ou par rapport au fabricant, il y avait peut-être quelque chose qu'il fallait revoir. Ils l'ont retourné et ramené. Peut-être que c'est ça. Par ailleurs aussi, je crois qu'il y a une sonde quelque part qui posait un petit problème. Mais ça, c'est vraiment, ce n'est pas en tout cas l'actualité parce que même si ça existait, c'était pas... C'est pas toute chose malheur est bon, cette actualité permet de poser quand même les problèmes. Oui, c'est pourquoi je voulais vous rassurer. Il y a beaucoup de problèmes. Je voulais vous rassurer qu'à ce niveau, il n'y a pas de problème. Parce que les deux appareils dont vous parlez, c'est des appareils neufs. Le dernier, l'écho-Doppler, a été acquis récemment pour un montant de plus de 100 millions. L'autre appareil, le scanner également fonctionne, c'est juste quelques années d'âge. Donc il n'y a pas de problème, en tout cas par rapport à ces appareils. Maintenant, aujourd'hui même la directrice nous a confirmé cela. Je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire par rapport à ça. D'accord. Mais rappelez-vous toujours qu'un appareil peut tomber en panne. Peut tomber en panne, mais il faut toujours prévenir aussi. Mais il faut prévenir et anticiper. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais malheureusement, il y a eu cette situation qui est là, qui nous a amenés dans une situation exceptionnelle que nous sommes en train de gérer en nous disant que, quel que soit Alpha, nous allons veiller à ce que les malades qui ont besoin de ce traitement puissent bénéficier de ce traitement dans les meilleurs conditions. Et pour ces nouvelles acquisitions, vous avez ciblé que Dakar et pour les régions, on est quand même à l'heure de la décentralisation renforcée. Mais la territorialisation des politiques publiques, est-ce que vous prévoyez aussi les régions de l'intérieur quand on sait que les populations se déplacent difficilement pour aller à Dakar? Alors même pour le projet de cancérologie et d'oncologie avec l'appui du gouvernement coréen, dans le cadre de la coopération entre nos deux États et sur la base d'un cofinancement, il y a également des pôles régionaux pour le traitement du cancer. Je ne les ai pas évoqués, mais c'est pour dire qu'il est exceptionnel d'avoir dans nos États plus d'un appareil. Donc je pense que si nous avons ces appareils, même si c'est au niveau de Dakar, ce qui reste, c'est une organisation qu'il faut pour en tout cas faire de telle sorte que tout le monde puisse bénéficier aux services de qualité, comme vous l'avez dit tantôt. Donc, aussi bien en ce qui concerne la radiothérapie que les autres domaines en matière de médecine et de santé. D'accord. Et vous précisez que les 3 malades qui sont répertoriés, enfin qui sont éligibles, quittent Dakar ce soir pour le Maroc. Pourquoi le choix du Maroc? Alors, le choix du Maroc, vous savez déjà, il y a une convention de partenariat qui lie d'abord les fonctionnaires. Parce que vous allez dans un autre département ministériel qui s'occupe de la fonction publique. Ils ont une convention, les autorités ont donc une convention de partenariat qui permet donc d'évacuer des malades au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed, qui est donc un hôpital de renommée pour la prise en charge, n'est-ce pas, de pathologies comme le cancer.
Par ailleurs aussi, nous avons l'hôpital Aristide Le Dantec qui a une convention de partenariat avec l'hôpital Cheikh Zayed. Donc c'est dans le cadre de la coopération, des relations, du jumelage, etc. Mais en plus de ça aussi, les autres pays qui ont des radiothérapies, bon, c'est le Mali, c'est même la Mauritanie, ne sont pas exclus du tout. Ils ont renchéri sur le coup, il paraît. Ils ont renchéri sur le coup, mais maintenant, les techniciens qui sont en contact, les administratifs qui sont au niveau du ministère, de même que les associations des malades, nous tous nous sommes en train de travailler pour que s'il y a des malades, parce qu'il y a, peut-être certainement il y a des malades qui préfèrent aller au Mali ou en Mauritanie, à partir de ce moment, c'est les mêmes dispositions qu'on va prendre, l'encadrement avec l'équipe médicale, la transmission du dossier, le traitement, le paiement pour permettre aux bénéficiaires, aux malades de pouvoir obtenir son traitement. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème. Partout où il est possible pour nous d'acheminer des malades pour leur donner des soins de qualité, nous allons veiller à ce que cela puisse se faire. Maintenant, permettez-moi quand même de dire, comme je l'ai dit tantôt, c'est une situation difficile pour tout le monde. Je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions. Et je pense que c'est normal. C'est compte tenu de la sensibilité et de la délicatesse de cette question. Absolument. Nous savons que tous ceux qui sont intervenus dans cette question, en donnant leurs sentiments, en faisant des suggestions, en essayant même parfois de donner des critiques constructives, tout ça, c'est pour faire de telle sorte que nous tous, nous puissions nous concentrer sur l'essentiel. Il faut que nous tous, nous faisions de telle sorte que les malades qui ont besoin de radiothérapie, qu'on parvienne à leur assurer des soins de qualité. Et je dois vous dire que nos autorités de tutelle sont dans cette lancée, aussi bien au niveau du ministère de la Santé qu'au niveau des autres départements ministériels. Vous avez parlé du président de la République. Naturellement, il est très sensible à cette question qui touche donc... Ça a dû le prendre de court, cette situation-là. Je comprends que certainement le président de la République est préoccupé au même titre que nous tous par rapport à cette question, et il n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner dans ce processus. Parce que si nous parvenons à faire des réaménagements budgétaires, si nous parvenons à mobiliser des ressources, il y a eu également nos autorités au niveau du ministère de l'économie et des finances, au niveau le plus élevé, qui nous accompagnent dans cela. Je voudrais aussi saisir cette opportunité pour remercier les associations des malades. Parce qu'on n'est pas seul dans cette activité-là. Il faut reconnaître que dans le comité de gestion, nous avons l'ensemble des associations des malades qui siègent et qui disent leur avis et qui contribuent également par rapport à ce que nous devons faire. Et je pense que c'est valable pour nos autres concitoyens qui interviennent. Et même il y a des fondations comme la Fondation Servir le Sénégal qui a également donné une contribution. Nous saisissons cette opportunité également pour les remercier, au même titre que tous les acteurs qui nous accompagnent, sans oublier la presse. D'accord. Je crois que la presse donne la bonne information. La presse cherche l'information. Nous sommes à leur disposition. Je crois que tout ce que vous nous dites aussi, nous prenons ça en compte. Nous essayons de faire mieux, parce que nous pensons que c'est une question qui nous concerne nous tous. Et vraiment, nous apprécions les contributions des uns et des autres. Et souhaitons qu'il y ait moins de procédures et beaucoup plus d'efficacité pour la prise en charge. Mais nous allons travailler dans ce sens. Merci beaucoup. Je vous remercie, Dr Diack. Je rappelle que vous êtes le directeur général de la santé. Bien, merci. Merci. Le point ce soir est fini. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une autre question d'actualité. Merci. Je voudrais juste dire qu'à ce propos, donc, l'autorité de tutelle a commencé à prendre des dispositions. Parce que on va y venir sur les dispositions. Permettez juste de finir sur ce point. Ces machines, ces accélérateurs de particules-là, ils doivent arriver quand exactement? Vers quel mois? Nous sommes en 2017. Vous tablez sur quelle échéance Vers le mois d'août. Vers le mois d'août. Bon, maintenant, ces délais peuvent fluctuer, mais nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est de travailler justement pour raccourcir ces délais. D'accord. Et nous sommes en négociation très serrée avec les fabricants, parce que, vous savez, les accélérateurs de particules, s'il s'agissait d'aller les acheter et les amener tout de suite, on le fait. Oui, on parle mais en réalité, de commande. Dès que vous lancez la commande, il y a le processus de fabrication. Maintenant, ce qui a retardé un peu ce processus, je l'ai expliqué tantôt, mais donc nous sommes dans une logique de vouloir acquérir ces appareils en 2017, mais en même temps de remplacer l'appareil de l'hôpital Aristide Le Dantec. Donc nous allons remplacer la cobaltothérapie de l'hôpital Le Dantec avec un autre accélérateur de particules pour la radiothérapie. D'accord. Donc c'est juste pour vous dire qu'en définitive,
nous allons vers 3 appareils. Et je crois qu'il est important de vous dire, puisque vous insistez un peu sur les aspects entrés à ces appareils, vous avez parlé de 89, c'est vrai que depuis 89, le Sénégal a été pratiquement le seul pays de la sous-région, et même au-delà, à disposer de radiothérapie. Aujourd'hui, nous avons quelques pays voisins qui en ont. Si vous citez par exemple la Mauritanie, c'est depuis 2010. Le Mali, ça fait 3 ans. Et même, tenez-vous bien, le Mali qui a eu son appareil qui remonte à 3 ans, un nouveau appareil a même été confronté à une panne d'appareil pendant 9 mois. Et durant cette période-là, vous imaginez ce qui s'est passé donc, par rapport à la gestion de ces appareils. Alors, je veux aussi vous préciser que si vous prenez un autre pays, comme la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans le processus d'acquisition de son premier appareil de radiothérapie. Alors, donc, cette situation est arrivée au moment où l'État du Sénégal, ou le ministère de la Santé, avait déjà pris des dispositions pour l'acquisition d'appareils, comme je viens de vous le dire. Mais ce qui prouve cela est que si vous voulez installer un appareil, il faut confectionner un bunker. Nous avons confectionné 2 bunkers qui sont prêts depuis. Depuis combien d'années? Depuis qu'ils sont juste en train de connaître juste quelques évolutions. Mais ces bunkers sont déjà prêts depuis. Et c'est ces bunkers qui vont donc recevoir les 2 accélérateurs de particules. Donc vous voyez que d'identifier les dossiers, ils transmettent ces dossiers à un comité d'élu qui s'occupe donc de l'éligibilité pour l'évacuation. Et par rapport à ce comité, c'est à partir de ce moment qu'on commence à avoir un représentant de l'association des malades. Donc pour le moment, vous n'avez pas évacué ces procédures-là. Laissez-moi terminer s'il vous plaît. Parce que quand vous avez, à partir de ce moment, donc dans ce comité qui s'occupe donc de la sélection des malades qui doivent être évacués, nous introduisons donc le représentant de l'association des malades et aussi le représentant de l'administration du ministère de la Santé. Et quand on a fini d'identifier les dossiers qu'ils nous présentent pour nous dire que ce sont ces malades-là qui doivent être évacués, à partir de ce moment, on les évacue. Et je dois préciser tout de suite que nous avons fini de faire les réglages nécessaires par rapport à l'évacuation, en tenant compte du lieu, des procédures et tout. Et même sur le plan financier, nous n'avons pas de difficulté à ce niveau. Nous avons fait un réaménagement budgétaire qui nous a amené à nous dire que nous avons des activités essentielles. Mais devant l'urgence, les activités urgentes priment. Ce réaménagement budgétaire nous a permis de mobiliser des ressources financières. Donc on n'a pas de problème à ce niveau. Et à l'heure où je vous parle, ces différentes instances qui ont fini de faire leur travail nous ont présenté 3 dossiers. Donc il y a 3 malades qui sont dans le besoin. Dès que nous avons reçu les 3 dossiers, nous avons aussitôt pris les dispositions. Et aujourd'hui même, dans la nuit du mercredi au jeudi, ces 3 malades vont être acheminés au Maroc, au niveau de l'hôpital Cheikh Zayed, pour donc démarrer les soins, c'est vous qui prenez totalement en charge? On prend totalement en charge. C'est combien par malade? Ça peut varier, ça dépend des malades, hein, mais ça peut aller jusqu'à 3 millions si on tient compte de la radiothérapie, des frais d'hébergement et d'autres activités connexes. Mais à ce niveau, nous avons pris des dispositions. Pour l'hébergement, vous avez pris les dispositions avec le consulat du Sénégal ou c'est au niveau médical que ça se règle là-bas? À tous les niveaux. Parce qu'aujourd'hui, c'est un dossier qui est géré par plusieurs secteurs, si vous voulez. En tout cas, au niveau du Maroc, l'ambassadeur est en contact également avec l'hôpital. Et l'ambassadeur tout est réglé là-bas. Va recevoir les 3 malades. Et avec l'hôpital, ces malades vont être acheminés donc, au niveau de l'hôpital qui va s'occuper de la prise en charge. Les malades vont être hébergés là-bas. Et maintenant, je pense qu'à ce niveau, on n'aura pas de problème, d'autant plus que le responsable du service de radiothérapie de l'hôpital de Dantec, c'est lui en personne qui va donc amener les malades au Maroc. Alors, je voudrais juste terminer, laissez-moi terminer s'il vous plaît, parce que quand vous nous disiez tout à l'heure par rapport au nombre de malades, donc c'est ces 3 dossiers que nous avons reçus. Et je dois dire que, tout à l'heure, je vous remercie par rapport à cette opportunité que vous nous donnez. Je crois que chaque fois que ce sera nécessaire, on va donner des compléments d'information. Parce que peut-être qu'on ne peut pas dire tout aujourd'hui, ici, maintenant, mais de toute façon, on va aller le plus loin possible. Mais vous dites l'essentiel, vous avez... C'est pourquoi laissez-moi terminer, s'il vous plaît, parce que vous avez touché un point extrêmement important par rapport aux dispositions qu'il faut prendre pour assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique. Donc, quand il y a eu cette situation urgente, l'autorité a mis en place un comité de gestion. Et ce comité de gestion intègre ce qu'on appelle un comité qui est chargé d'établir les critères, en tout cas pour identifier
les personnes qui sont éligibles à la radiothérapie. Et ça, c'est le travail des spécialistes. On parle de 700 personnes. Hein. Et ces mêmes spécialistes, je vais revenir à cette question que vous venez d'aborder, je voudrais juste préciser que ces spécialistes qui sont dans le comité d'identification des malades qui sont éligibles pour l'évacuation sanitaire se retrouvent dans une autre instance qui tient des réunions régulièrement. Il s'agit de la réunion de concertation pluridisciplinaire. Et cette instance regroupe pratiquement tous ceux qui ont des dossiers de malades, c'est-à-dire les médecins, que ce soit des médecins qui sont dans le secteur privé, dans le secteur public, dans les établissements hospitaliers, ils se retrouvent tous entre eux, sans même les administratifs ou d'autres acteurs. Et ils étudient les dossiers. Pour faire le dépouillement et tout ça. Et quand ils ont fini de traiter les dossiers, c'est donc à l'issue de ce traitement qu'ils vont tenir compte des indications pour dire tel malade doit subir une chimiothérapie, tel autre malade doit subir une radiothérapie, tel autre malade doit subir une chirurgie. Oui, ça, ce sont les 3 étapes de... Alors, cette étape, elle est fondamentale. C'est le parcours des soins. Mais pour cette étape, elle est fondamentale. Docteur, permettez, pour ce qui est de la radiothérapie, dans vos registres, à l'heure où nous parlons, ils sont combien de Sénégalais qui sont aujourd'hui dans le besoin de radiothérapie? Combien, exactement? J'aimerais bien que vous me laissiez terminer. Je vais répondre à votre question. Mais je pense qu'il est important, parce que nous aussi, notre mission, c'est de donner la bonne information à nos populations. Nous devons également les rassurer, parce que ce sont nos malades. Vous voyez, il y a une proximité extraordinaire entre les médecins et les malades. Cette situation qui est difficile, qui est douloureuse, nous en sommes très sensibles. Parce que nous ne voulons pas que nos malades soient dans le désarroi. Parce que ces malades, ce sont également nos parents, c'est nos familles. Et nous devons faire le maximum. Et je dois vous dire qu'à tout moment, les spécialistes sont mobilisés pour faire face à cette situation. Et ce comité dont je parle, c'est un comité qui se réunit régulièrement. Et quand ils ont fini, il faut juste rappeler que la source, qui est l'élément déterminant par rapport à cet appareil, a été changée en 2012. Et selon les prévisions, en principe, cet appareil aurait pu fonctionner en 2017. Donc vous êtes aussi surpris que les Sénégalais, de manière générale? Parce qu'une panne, quand ça arrive, donc ça peut venir de manière brutale. Et effectivement, ça peut créer une situation exceptionnelle. Mais ce que je voudrais dire, pour compléter, c'est de rappeler que, compte tenu du fait que nous avons un appareil ancien, nous avions également démarré le processus d'acquisition de nouveaux appareils, de dernière génération d'ailleurs. Et ces appareils, on a prévu de les installer au niveau de l'hôpital d'Al Diam. Donc on savait que l'appareil est ancien et on était en train de prendre des dispositions pour l'acquisition de 2 accélérateurs de particules pour la radiothérapie qu'on devait obtenir d'ailleurs en 2016, en fin 2016. Mais il y a eu des contraintes sur le plan international. Je crois qu'on a eu à l'expliquer parce que c'est dans le cadre d'une initiative, donc dans le cadre de l'hôpital, des activités de l'hôpital d'Al Diam. C'est un processus qui fait intervenir d'ailleurs plusieurs établissements bancaires sur le plan international. Ce qui devait être fait au niveau national a été fait. Mais en définitive... 3 milliards CFA pour toutes ces banques quand même, là c'est une question de souveraineté. Hein, ça... Oui, je voulais juste vous dire qu'en réalité, selon les prévisions, en fin 2016, il était prévu d'acquérir 2 accélérateurs de particules. C'est quoi ça? Quand on parle d'accélérateurs de particules et qu'on parle de radiothérapie, c'est quoi la différence? Les accélérateurs de particules, c'est les appareils de radiothérapie de dernière génération. Ce que nous avons, donc vous allez acquérir une nouvelle radiothérapie. Ce que nous avons au niveau de l'hôpital Aristide Le Dantec, il s'agit de la cobaltothérapie. Maintenant, je dois préciser que pour l'acquisition de ces accélérateurs de particules, c'est dans le cadre d'un projet qui nous a permis donc de mettre en place, de créer l'hôpital d'Al Diam, entre autres, mais aussi l'État du Sénégal contribue à ce financement. Oui. Alors maintenant, donc, comme je disais, il était prévu de les obtenir en 2016, mais maintenant, il est prévu de les obtenir en 2017. Donc, tout compte fait, tout compte fait, je voulais juste terminer pour dire que tout compte fait, si l'appareil avait évolué en 2017, et que les autres appareils, malgré le retard lié à des contraintes sur le plan international, donc étaient rattrapés pour nous permettre de les avoir en 2017, peut-être qu'on n'allait pas avoir ce problème-là. Mais il y a eu une panne qui est venue, et maintenant, il nous fallait donc gérer une situation d'urgence. Ouais. Et nous n'avons pas attendu que l'appareil tombe en panne pour traiter ce dossier-là. Je crois qu'il est important qu'on le sache. Mais maintenant que l'appareil est tombé en panne,
le Sénégal va aller dans une logique d'en avoir 3. On sera le seul pays à avoir 3. Et même de plus, même dans le privé, il est question d'acquérir des appareils. Voilà. Il y a des structures privées. Et pour terminer, excusez-moi, il faudrait quand même qu'on essaie de donner la bonne information aux populations, à tous les acteurs qui sont animés de beaucoup de volonté pour justement apporter leur contribution, n'est-ce pas, dans la réflexion, dans la gestion de ce dossier. Alors je crois que quelque part aussi, il y a le projet de réalisation du centre d'oncologie médicale qui a été lancé rapidement, récemment du moins, les études de faisabilité ont été donc effectuées. Et cela, si nous parvenons donc à finaliser ce projet pour 2019, nous allons avoir dans ce projet 2 autres accélérateurs de particles. Donc pour vous dire que on est à l'état de projet ici. L'histoire de la radiothérapie, elle est prise au sérieux au niveau du Sénégal. Oui. Mais est-ce que pour autant vous aviez alerté sur un peu ce que cette machine pouvait éventuellement tomber en panne du cause de sa vétusté et de son âge? Est-ce que vous avez dit toute la réalité, la vérité au chef de l'État sur cette affaire de radiothérapie et de la prise en charge des cancéreux de manière générale? Vous savez, quand vous avez un tel appareil, il faut mettre en place un système de maintenance au niveau de l'hôpital. Il y a un service de maintenance, il y a également un contrat de maintenance avec des prestataires qui s'occupent de cet appareil. Donc toutes les indications, comme je vous l'ai dit, montraient que cet appareil aurait pu même vivre au-delà même de 2017. Parce que l'appareil, c'est en 89, mais la source a été renouvelée donc en 2012. Mais tout ça, je crois que nous avons pratiquement dépassé cette situation. Mais il fallait quand même qu'on explique aux Sénégalais et à tout le monde que, compte tenu du fait que cet appareil était dans cette situation que vous connaissez, des dispositions ont été prises. Oui, maintenant, une panne, quand elle est arrivée, c'est qu'on est dans une situation d'urgence qui nous amène justement à voir comment gérer cette situation. Et donc, nous avons donc essayé, nous sommes en train de faire de notre mieux pour avoir dans les meilleurs délais possibles d'autres appareils. Mais il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. Aujourd'hui, l'objectif fondamental, l'objectif principal, c'est d'assurer la continuité de la prise en charge thérapeutique des malades. Mais est-ce que cette continuité-là, au nom de cette continuité, est-ce que tous les malades qui sont aujourd'hui dans le besoin seront pris en charge justement? Ils sont combien déjà? Moi, je voudrais vraiment vous rassurer par rapport à cela, pour vous dire que c'est un travail scientifique, médical que nous sommes en train de faire. Bon,